J'appelle maintenant à venir à mes côtés Noël Comte, président de l'agence de développement Medellín Port, et François Philizot, préfet, délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine. Merci messieurs. Suivez alors, c'est bien. Merci. Je me tourne vers vous sans forcément rebondir sur ce qui a été dit, peut-être faire cas des expériences que vous avez pu mener, Noël Comte, au niveau de Medellín Port qui concerne la vallée du Rhône. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui a été à l'origine de votre démarche? Alors, merci de convier Medellín à vos travaux, parce qu'ici à Paris, on parle beaucoup d'Aropa. La presse parisienne faisant loi dans le pays, on parle d'Aropa jusqu'à Perpignan, jusqu'à Nice, jusqu'à Bayonne. Arrêtez d'en parler, parlez de vous maintenant. Le vent du Sud, il a un peu de mal à remonter, mais j'y suis arrivé, donc merci. Alors Medellín, c'est d'abord une belle aventure humaine. Désolé, monsieur le préfet, c'est pas un délégué interministériel qui est arrivé avec la bénédiction sainte parisienne en disant on va faire. J'ai envie de dire qu'à toute chose malheur est bon. Rappelons-nous, il y a quelques années, il y avait une écotaxe qui était en préparation et ça faisait trembler, on en reparle, oui. Ça faisait trembler un certain nombre d'opérateurs transporteurs, mais aussi, bien sûr, leurs clients, les chargeurs. Et dans le cadre du cluster logistique Rhône-Alpes, nous nous posions la question de l'alternative possible, alors que nous sommes sur ce couloir historique où toutes les civilisations sont passées. Les Romains y ont laissé des traces. Ça nous pose parfois des problèmes pour reconstruire des entrepôts. Et nous avons eu la chance, comme quoi l'État protecteur ou facilitateur est important, d'avoir un préfet de région, préfet de bassin, dans la personne de Jean-François Carinco, qui nous dit eh bien, vous avez bien raison de me poser cette question de l'alternative à la route, parce que cette taxe, on a un peu de mal à la faire aboutir. Et c'est vrai que sur le ruban bleu, ici, il ne passe pas grand-chose. Et l'aventure a commencé comme cela. Qu'est-ce qu'on peut faire? Depuis 50 ans, le marché lyonnais, le marché rhône-alpin, tournait le dos au port de Marseille, faisant même croire aux Marseillais eux-mêmes probablement que la terre était plate, qu'ils ne pouvaient voir que sur 180 degrés, et qu'il en fallait peut-être faire un demi-tour droite et regarder les 180 autres degrés qui leur offraient un hinterland de 15 millions d'habitants, avec une région, la région Rhône-Alpes, qui est la première région française manufacturière. On parle beaucoup de consommation, on parlait tout à l'heure des filières d'approvisionnement de la grande distribution, certes, mais si on veut réindustrialiser, ce n'est pas pour la consommation propre de notre pays, c'est d'abord pour tenter d'exporter. Et donc, nous nous sommes dit, mais ce port de Marseille, c'est d'abord une porte. Alors c'est une porte avec un battant ouvrant dans le in, enfin, à l'entrée comme à la sortie. Alors, je n'ai pas interdit de comparer avec un repas, mais on a un hinterland naturel, fluvial, grand gabarit de 600 km, parsemé d'une petite dizaine de ports fluviaux. Certes, la diversité, ça crée parfois la richesse, mais en l'occurrence, cette diversité des ports fluviaux sur les 600 km du bassin de la Saône et du Rhône sont concédés et ou sous-concédés à des chambres de commerce et d'industrie qui, pour certaines, avaient en gestion un port qui était au mieux un mal nécessaire, au pire véritablement une épine qu'ils avaient à porter, et le moins on en parlait, le mieux c'était. Au point que les collectivités territoriales, communautés de communes, communautés d'agglomération, avaient pris allègrement la décision d'une valorisation immédiate d'un foncier, parce que finalement faire une marina, faire un centre commercial ou autre chose, ça facilite la reconversion de ce qu'on ne veut pas voir comme une friche industrielle. Alors depuis 5 ans, nous nous sommes arc-boutés pour tenter de remonter le film des 50 ans du dos tourné. Alors nous avons à la fois la chance que la transition énergétique est au cœur de nos préoccupations, le climat est au cœur de nos préoccupations,
la rareté de l'énergie est au cœur de nos préoccupations, que l'écotaxe, vous l'avez dit, elle a disparu, mais pas tout à fait, possiblement reviendra. C'est l'heure du recyclage de l'économie circulaire. Et donc, on a à peu près tous les ingrédients pour faire. Alors, c'est moins visible que si nous avions planté un drapeau au milieu d'une cour, vous l'avez dit tout à l'heure, vous le disiez, de récréation, mais c'est comme une prairie qui pousse, où l'ensemble des acteurs qui ont à connaître de la supply chain se posent aujourd'hui effectivement la question de, pourquoi pas, le mode fluvial. Alors, le mode fluvial, oui, mais comme quand on parle des ports maritimes, il ne faut pas parler du port que pour lui-même. Le port, il n'est qu'un maillon, même si c'est le plus visible, c'est le plus grand. Et le fluvial, ce n'est qu'un outil dans la boîte à outils dont veulent pouvoir disposer l'ensemble des décideurs, où qu'ils soient sur la chaîne de valeur du produit, de son extraction jusqu'à sa destruction. Nous avons cette particularité sur le Rhône et la Saône d'avoir des crues. Et même si ce n'est que 3 semaines par an, même si ce n'est pas tous les ans, quel est aujourd'hui le responsable logistique, pour prendre un terme générique, qui prendra la décision d'un report modal totalement sur le fleuve s'il n'est pas capable d'assurer à ses usines de production les matières entrantes, produits semi-ouvrés ou matières premières, et les produits sortants. Ça veut donc bien dire que nous avons besoin de toute la boîte à outils et qu'il faut qu'on soit capable de faire un backup du fleuve vers le rail en l'instant d'une décision. Alors le temps que l'eau monte, ce n'est pas dans la seconde, mais c'est dans les quelques jours. J'entendais ce matin qu'il nous faut 6 mois pour pouvoir prétendre à avoir un sillon pour faire passer un train avec une 50aine de wagons. Et 6 mois, c'est le mieux, c'est plus souvent 1 an et demi. On n'a pas 1 an et demi pour réagir. Donc dès lors qu'on ne sera pas en capacité de fournir durablement des outils, avec un ordre de priorité qu'on veut bien y donner, des outils qui fassent que la décision qui sera prise d'opérer sur ce bassin sera soutenable, eh bien on n'aura pas rempli l'exercice. Donc on a bien besoin d'être tous là. Ça passe aussi par, je citais les collectivités territoriales tout à l'heure, les communautés d'agglomération par exemple. Nos ports fluviaux sont tous reliés, parce que l'Hinterland, il est sur l'axe, mais de l'axe sud vers le nord ou nord vers le sud par l'axe Rhône-Saône, il faut penser qu'on doit être capable d'aller assez facilement à Clermont-Ferrand, et puis on a parlé de la Suisse tout à l'heure, à Genève, et voir au-delà. Donc la voie ferrée s'impose, parce qu'on ne va peut-être pas faire des canaux d'est en ouest, on n'est pas en Chine, on est en France. Il y a aussi qu'on a un relief qui ne faciliterait pas les choses. Ça veut dire qu'on a bien besoin de combiner ces deux modes. Et j'en reviens aux collectivités aujourd'hui qui, si elles ont laissé partir des fonciers, sont aujourd'hui très tentées par arracher des rails qui ont desservi des zones qui furent industrielles, qui sont devenues commerciales, mais dont on n'a pas le droit de ne pas penser qu'elles ne pourraient pas redevenir un jour industrielles. Parce qu'entre nous, c'est des boîtes à chaussures qu'on a mis avec une belle enseigne pour vendre des trucs à 3 balles qui sont fabriqués par les Chinois. Si on cède à la tentation de supprimer les voies ferrées dans un milieu urbain contraint, que nous avons payé, que les entreprises, par leur contribution historique pendant un siècle et demi même, ont pu créer, la collectivité française, pourquoi aujourd'hui le fait du prince permettrait d'arracher tout ça, alors que pertinemment on sait qu'on ne saura plus réinsérer des voies ferrées dans des espaces urbains contraints. C'est déjà tellement difficile en race campagne parce qu'il y a toujours une petite bête qui nous empêche et qui nous fait faire des contours pas possibles. Ça veut dire que tout le monde doit s'y cogner. L'État, qui doit être le gardien de l'espace qui est partagé. Les collectivités territoriales qui doivent comprendre qu'au pire, si c'est un mal nécessaire, la logistique permet de doter, d'équiper, de nourrir une population solvable. Et puis derrière, enfin, le privé, l'industriel, celui qui aura décidé de s'implanter, viendra parce qu'il sait que durablement, il pourra compter sur des équipements pluriels. On a parlé de la massification tout à l'heure, et je vous dis qu'on est sur 600 km égrenés par une dizaine de ports, 9 également, exactement, de ports dits publics, gérés par les CCI avec des différences d'appréciation certes, mais de résultats aussi. Ça demande donc probablement de la coordination, et peut-être que le délégué interministériel serait le modérateur, le facilitateur de ça, mais il faut vraiment laisser à l'initiative privée cette gestion, et c'est ce qu'aujourd'hui souhaitent nos chargeurs,
Hier, nous avions à Marseille une réunion avec l'UIC et tous les représentants des plus beaux fleurons mondiaux de la chimie étaient là. Je dis mondiaux parce que les usines sont peut-être en France, mais les capitaux sont ailleurs. Alors si les capitaux sont partis, on pourrait penser qu'un jour les industries pourraient partir. Si on veut les garder, il faut qu'on sache, dans la durée, leur offrir ça. Alors aujourd'hui, nous sommes au milieu du guet. Et je vous dis, c'est une aventure humaine, mais une aventure humaine, elle est faite pour durer. Alors, les Lyonnais et les Marseillais s'aiment maintenant, ils se parlent. Et je disais ce matin à quelqu'un qui me posait une question pour une représentation que je devais assurer, et je ne peux pas pour une question d'emploi du temps. Je sais à peine parler du port de Marseille, mais les gens du port de Marseille parlent tellement bien de l'Interland et des ports fluviaux qu'ils se substitueront bien plus facilement à moi que n'importe quel écrit que j'aurais pu proposer. Voilà, on est dans cette osmose aujourd'hui où on a créé, et je vais en terminer, une boîte à outils sur le transport des matières dangereuses, sur les facilités douanières. Parce que nos chargeurs, ceux qui décident à un moment donné, n'avaient même plus les outils. On parlait de prix ce matin. Ils n'étaient même pas capables de constituer le coût du maillon fluvial ou fluvio-maritime dans une chaîne parce que ça a été oublié. Donc on a un vrai problème de culture à faire. Et donc Medlink s'est aussi donné pour mission de faire de la pédagogie. Au Master Logistique Lyon 2, je pense qu'il y a 3 ans qu'il n'y a pas eu un mémoire sur le fluvial, et c'était le seul depuis peut-être 5 ans. Le dernier que j'ai trouvé, je l'ai embauché d'ailleurs, garçon, il y a 10 ans. Et dites-moi juste d'un mot très concrètement, là sur les 5 années, tout ce que vous avez reconstruit en remontant votre film des 50 ans du dos tourné, si vous nous donniez 2-3 exemples de choses qui pourraient être appliquées, de ces outils dont vous parlez assez concrètement, pour montrer en quoi votre expérience pourrait s'appliquer et être un exemple pour les autres. Est-ce que vous pouvez nous donner un dernier mot assez concret? Je ne veux pas donner une leçon, je ne veux pas donner, un exemple. Des exemples. Alors, des exemples. Eh bien, c'est en donnant envie. Les exemples, c'est quand on a réuni l'ensemble des prescripteurs ou décideurs d'un groupe d'industrie chimique européen qui a quelques implantations industrielles encore sur nos grandes régions de la Franche-Comté, Bourgogne jusqu'au sud, qui ignoraient, parce qu'ils ne l'avaient pas appris à l'école, parce qu'ils n'avaient pas vécu dans l'entreprise, qui ignoraient qu'ils avaient une capacité à faire du fluvial. Eh bien, on les a aidés à monter les premières opérations en faisant un benchmark, parce qu'effectivement, le fluvial n'est pas forcément toujours la panacée, mais chaque fois qu'il peut l'être, il faut le faire valoir, simplement fournir ces outils pour que, eh bien, depuis, je pense, 1 an, bientôt, un peu plus, non, plus d'1 an, pardon, eh bien, il y a des conteneurs qui aujourd'hui regagnent le port de Lyon, descendent sur le fleuve jusqu'au port de Marseille. Merci beaucoup. C'est un exemple. Mais je vous l'ai dit, c'est l'herbe qui pousse dans une prairie, ça ne se voit pas, on la piétine, mais elle est bien là, et c'est une belle aventure. Mais il n'y a pas un décret qui est à imposer. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra des mesures coercitives. On parlait tout à l'heure de la fiabilité du mode routier à 98,5% dans le quart d'heure. Quelqu'un le citait comme cela, je crois. Peut-être qu'un jour sur l'autoroute A7, il faudra que les camions réservent 8 jours avant leur passage, parce que les 70 journées de saturation que nous connaissons aujourd'hui, si on ne fait rien, pourrait peut-être bien passer à 150 jours. Et 150 jours, 160 jours, c'est la moitié des jours du calendrier. Ce n'est pas encore la moitié des jours ouvrables, mais si tous les vendredis et tous les lundis, on ne peut plus circuler sur la voie routière, il faudra peut-être bien qu'on se reporte sur les autres modes. Donc, à un moment donné, il faut trouver, parce qu'on parlait de prix, je pense, oui, il faut anticiper, il faut donner une vision, et puis il faut jalonner sur cette vision. Et à un moment donné, le prix n'est plus un problème dès lors qu'il n'est pas un élément différenciateur. Pourquoi aujourd'hui on voit encore des norias de camions sur l'autoroute A7 et d'autres routes sur cette liaison entre le Grand Port de Marseille et Lyon et au-delà? C'est parce qu'il y a encore des travailleurs détachés qui font des kilomètres, ils ne regardent pas les conditions de vie dans lesquelles ils exercent, et que l'agilité qu'ils ont, effectivement, le train le plus puissant, le plus massifiant, ne saura pas faire. Et à propos de massification, la massification, c'était très bien de parler des 22 000 conteneurs tout à l'heure, sauf qu'il faut parler de 22 000 équivalents 20 pieds. Au client final, et chaque client étant unique, il n'en a rien à faire de la massification. La massification, elle est plurielle, parce qu'à chaque mode,
Et donc il va falloir travailler des interfaces avec des SAS et qu'on ait des capacités foncières publiques, parce que aussi le drame, c'est qu'on a laissé nos zones industrielles ou industriaux-portuaires dont le foncier est parti à l'initiative privée, qui en ont fait de la spéculation. C'est souvent les fonds américains qui en profitent. Donc nous, les Gaulois, on bosse pour les Américains. Ce foncier devrait rester la propriété d'une collectivité publique, mis à disposition pour autant que le privé ait à connaître du mode fluvial ou du ferroviaire s'il a à travailler sur ce mode-là. Et le jour où il ne veut plus travailler sur ce mode, il n'a plus rien à faire en bord à quai. Merci beaucoup, Noël Comte. Je me tourne vers vous, François Philizot. Alors, est-ce que vous, donc, en tant que préfet et délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine, vous avez fait des benchmarks? J'ai pas fait en tant que préfet délégué interministériel d'analyse comparative ou de parangonnage, ce qui est un très vieux terme, on le trouve dans la littérature du XVIIe siècle, je vous le signale au passage, de parangonnage pour savoir s'il était plus légitime d'avoir un préfet délégué interministériel ou toute autre forme de coordination. Je me sens presque un peu mis en cause depuis tout à l'heure dans mon être administratif, pas intime, je vous rassure, dans mon être administratif, parce que je résulte d'un décret. Et mon existence parmi vous résulte d'un décret. On a la source que l'on peut, hein. Il faut savoir être modeste. Je n'ai pas fait d'analyse comparative, ne serait-ce que parce que la fonction que j'exerce résulte d'un diagnostic qui s'est construit petit à petit dans le courant des années 2000, à la fois dans le cadre, et c'est un des éléments intéressants, de la réflexion sur la réforme portuaire de 2008, la dernière réforme portuaire, qui a débouché sur des outils de coopération à l'échelle de la vallée de la Seine entre les 3 grands ports de l'État, et sur une réflexion d'un tout autre ordre qui est la démarche du Grand Paris, et qui a permis de poser la question de la projection de l'agglomération parisienne sur des horizons un peu plus larges, ce qui est assez inhabituel pour l'agglomération parisienne, des horizons un peu plus larges qui l'emmenaient jusqu'à la mer, et donc des territoires lointains et culturellement très différents, même s'il y a un bateau, je n'oserais pas dire un navire, un bateau sur les armes de la ville de Paris. Et donc, du coup, comment on a organisé cette pensée-là dans l'émanation du Grand Paris? Cette pensée-là dans l'émanation du Grand Paris renvoie à 2 aspects. Le premier, c'est que la Seine est une infrastructure naturelle qui, depuis l'origine, aussi, si l'on fait de l'histoire, est un des éléments déterminants du potentiel économique parisien. La ville de Paris est très largement née de sa situation géographique dans un bassin riche du point de vue agricole et sur une artère de navigation qui était facile, beaucoup plus que le Rhône d'ailleurs. Il a toujours été plus facile de naviguer sur la Seine que sur le Rhône. Et que Paris, aujourd'hui, ou l'agglomération parisienne, pouvait se reposer la question de l'emploi qu'elle faisait de cette vallée, parlons pas du fleuve strictement entendu, de cette vallée pour gérer tous ces enjeux logistiques dans un contexte où nous sommes, avec l'Île-de-France et le bassin parisien, dans le premier espace économique français, le premier bassin industriel, le premier bassin logistique, et tout en ayant une efficacité qui n'était pas absolument démontrée. Et de l'autre côté, une réalité de nos fonctions portuaires qui nous conduisait à considérer, là aussi, que quelle que soit la qualité de nos équipements, les infrastructures réalisées, notamment les plus récentes, un effort qui a représenté beaucoup, ce système logistique, cette chaîne d'infrastructures, ne captait qu'une partie des trafics. Donc à la fois d'un côté un bassin économique qui ne traite qu'imparfaitement ses fonctions logistiques, et de l'autre côté un système logistique qui ne répond qu'imparfaitement aux besoins du système économique, si je suis assez clair. Et la nécessité de rapprocher les différents éléments de ce territoire pour construire une vision commune et à partir de cette vision commune, la décliner. Si je résume de façon très très sommaire la mission qui m'était assignée à lire le décret, vous m'excuserez de revenir au décret, il y avait 2 sujets. Définir une stratégie, la définir non pas au sein du cercle de l'État, c'est-à-dire l'État avec ses outils, ses établissements publics, les ports, VNF, la SNCF, un certain nombre d'acteurs qui jouent un rôle essentiel dans la chaîne de transport, mais l'État avec ses partenaires les plus naturels, au premier rang desquels les régions, qui sont dans la chaîne des collectivités locales, depuis le début des années 80, l'autorité décentralisée qui a la fonction première en matière d'aménagement du territoire comme développement économique. Donc construire une stratégie que nous n'avions pas. Il n'y avait jamais eu de stratégie cohérente depuis le début des années 60 autour des enjeux de transport, de développement économique de la vallée de la Seine. Et deuxième élément, décliner cette stratégie
Elle a aussi à reprendre les textes, et il faut revenir aux textes régulièrement, reprendre les textes à travers l'outil classique, un contrat de plan État-région, mais pas seulement cet outil classique, un contrat de plan État-région, c'est un outil de programmation financière, ça n'épuise pas les sujets, c'est très adapté pour des questions d'infrastructure, c'est sensiblement moins adapté quand il s'agit de construire une offre de service, qu'il s'agisse de fonctions logistiques, qu'il s'agisse de toute autre fonction. Donc l'enjeu, c'était celui-là. Une proposition de l'État, une démarche déjà un peu installée dans le paysage et un partenariat à créer entre l'État et les régions, entre l'État et d'autres acteurs que les régions. La réalité que nous avons atteint aujourd'hui est conforme à certains égards à cet objectif. Nous avons une stratégie partagée, un schéma stratégique, un document de 70 pages relativement léger, mais en même temps qui trace des objectifs à l'horizon 15 ans autour de cette vallée de la Seine. Et nous avons dedans avec, oui, je vais venir avec trois axes premiers. Le premier axe, c'est partir du point de vue géographique, au sens le plus simple du terme, c'est-à-dire cet espace. La Seine en tant qu'infrastructure naturelle, en tant que vallée dans laquelle s'inscrit un développement économique et urbain, et avoir une logique d'aménagement, d'occupation de cet espace qui répond aux différents enjeux. Les différents enjeux, c'est, si je n'en prends deux, c'est la qualité de l'eau. On ne peut pas gérer une infrastructure naturelle sans se poser des questions de qualité aujourd'hui. C'est également la capacité à utiliser le foncier de la façon la plus intelligente possible dans un contexte de pression qui est un peu partout extrêmement forte. Pression très forte en Île-de-France, pression très forte dans les ports. Les ports savent bien que l'usage de leur foncier n'est pas un exercice facile aujourd'hui et qu'il faut savoir prévoir. Donc, mettre en place des éléments d'une politique de gestion de l'espace qui soit partagée à l'échelle des enjeux du territoire. Deuxième élément, dans cette vallée, que nous occuperons mieux de cette façon-là, avoir une gestion des flux qui soit la plus optimale possible. Et on revient aux fonctions portuaires. Gestion des flux, ça veut dire une stratégie d'infrastructure. Ce que traduit le contrat de plan. Pour la première fois, nous avons construit entre l'État, les régions, un certain nombre d'établissements publics, d'autres partenaires, une vision globale de ce que sont les enjeux principaux d'infrastructures ferroviaires, portuaires, fluviales à l'échelle de ce territoire, avec un programme d'investissement de l'ordre d'1 milliard d'euros, j'arrondis les chiffres, à l'horizon 2020. Et des éléments qui nous mèneront certainement au-delà, puisqu'un certain nombre de projets ne seront pas aboutis en 2020. Stratégie d'infrastructure qui doit se doubler d'une action sur les services. Une infrastructure, c'est un tuyau qu'on met en place, ça ne veut pas dire que circulent des choses sur l'infrastructure. Ça nous renvoie à d'autres enjeux sur lesquels nous travaillons. J'ai entendu évoquer les délais de construction des sillons ferroviaires. Nous avons mis en place depuis 2 bonnes années déjà une démarche avec les ports, la SNCF, aujourd'hui élargie aux régions, aux autorités organisatrices de transport de voyageurs, pour savoir comment utiliser le mieux possible les capacités ferroviaires de l'axe Seine et répondre aux besoins des différents intervenants, que ce soit pour du transport de voyageurs à courte distance, chacun mesure ce que ça signifie en Île-de-France, mais également autour de l'Étoile de Rouen. Mais pour plus de réactivité Pour aussi. plus de réactivité, plus de prévisibilité. Ce n'est pas seulement une question de réactivité. Il ne mieux s'agit pas seulement encore. de répondre, si je prends le fret, aux besoins immédiats d'un transporteur de céréales qui a un train à constituer, mais de pouvoir dire 2 ans avant à des opérateurs de fret et à des chargeurs, M. Rose les évoquait à juste titre en fin de matinée, à des chargeurs, nous vous garantissons tel sillon positionné à telle heure pour tel délai de trafic sur telle origine et telle destination. Qu'il s'agisse d'une origine-destination Paris-Le Havre, qu'il s'agisse d'une origine-destination Le Havre, tel ou tel point du territoire national, ça peut être dans le secteur, dans le couloir rhodanien, ça peut être vers Bordeaux, ça peut être vers la vallée du Rhin. Et la même démarche se met en place sur le fluvial. Un de nos sujets qui devrait aboutir l'an prochain, c'est la mise en place sur le fleuve d'un système d'information fluviale comparable à celui qui existe sur le Rhin, c'est-à-dire un dispositif d'aide à la navigation qui permette d'optimiser la gestion des flottes, là, au quotidien, voire d'heure en heure. Donc travailler sur les 2 aspects, services et infrastructures, le champ des services étant très large, dans un contexte où il nous faut, au-delà des infrastructures, mettre en relation un système logistique du Grand Bassin parisien qui a été largement construit autour d'une offre routière, qui est largement installé dans une couronne qui est à l'est du cœur de l'agglomération parisienne, donc qui n'est pas dans la meilleure des situations pour être desservi par les ports de l'axe Seine. Et puis le troisième enjeu de cette démarche que nous construisons ensemble, tant dans le schéma stratégique que dans le contrat de plan, c'est de consolider ce tissu économique dont les forces sont évidentes. L'Île-de-France
sans forfanterie aucune, c'est en termes de PIB la première région d'Europe. L'Île-de-France, l'Axe-Seine et la Normandie, c'est la première concentration d'emplois industriels de France. Donc c'est quelque chose qui est vecteur de développement pour des trafics. C'est le premier bassin touristique français, y compris autour du fleuve d'ailleurs, avec des activités fluviales qui ne demandent, de tourisme fluvial qui ne demandent qu'à se développer. Et il est essentiel pour développer ces ports de consolider ce tissu économique dans une démarche pour laquelle nous avons deux horizons de développement. Un horizon de développement rapproché qui est ces ports de l'Axe-Seine et l'hinterland naturel au sein de notre territoire, au premier chef le bassin parisien. Et puis une ambition qui est plus forte dans une concurrence qui est également forte, qui est d'aller reprendre des parts de marché sur des horizons éloignés, relativement éloignés à l'échelle intercontinentale, ça n'est pas si loin que ça. Et je pense par exemple à l'Allemagne du Sud ou à la Suisse qu'Hervé Cornet évoquait ce matin. Donc construire une stratégie globale qui soit une stratégie d'intégration qui traduise dans la réalité la notion de corridor européen qui a été présentée ce matin et le fait que ce territoire est un point d'entrée et de sortie pour toute l'Europe du Nord-Ouest qui aujourd'hui ne joue pas pleinement son rôle au regard de ce qu'est la lecture de la géographie physique et des implantations et des distances-temps, mais qui peut certainement mieux le jouer demain si nous savons créer cette cohérence dans l'action. Un petit mot pour conclure, si vous voulez bien, François Philizot, et de votre part aussi, si vous voulez bien, puisqu'on est dans cette partie d'après-midi en train d'aborder la question aussi du politique, qui fait quoi exactement? Est-ce que, par rapport à ce que vous venez d'expliquer, sur la vallée de la Seine, il y a une place naturelle pour les régions? Comment ça s'organise? Il y a naturellement une place pour les régions. Encore une fois, les régions sont des acteurs premiers de toute stratégie de développement économique et de toute stratégie d'aménagement du territoire. Donc on ne peut pas faire intelligemment si on n'implique pas les régions, parce qu'il nous manquera un vecteur de l'action qu'on entend conduire. Donc vous conduisez. Et que je conduis, moi je ne suis pas tout seul, je la conduis en tant que délégué interministériel, je la conduis avec beaucoup d'autres. Et ça explique d'ailleurs que les deux régions, Île-de-France et Normandie, aient décidé d'inclure dans leurs futurs schémas régionaux de développement économique, d'innovation, d'internationalisation, les CRDEI dans notre jargon, un volet spécifique à la vallée de la Seine, parce que pour elles, c'est un des enjeux du développement économique. Le renforcement des fonctions logistiques autour de l'axe Seine est un des enjeux du développement économique de ce territoire. Merci François Philizot. Votre point de vue politique, la place des régions? Si on veut faire harmonie et pas cacophonie, il faut effectivement que l'ensemble des gestionnaires de l'espace, du plus grand, donc au national jusqu'au plus petit, et la collectivité locale qui va héberger un port fluvial, tout le monde aille avec constance, sérénité, dans une stratégie partagée. Alors la stratégie, ça ne veut pas dire du marbre installé ici à tout jamais, parce qu'il est écrit, je crois, derrière nous, stratégie, dynamique et défi. Alors le défi, c'est tous les matins. La dynamique, ça se cultive, donc c'est la capacité de relever ensemble les défis, parce que je pense que même si à un moment donné il y a des intérêts divergents, ce qui nous réunit étant toujours supérieur à ce qui peut nous diviser, j'imagine pas que sur la longue durée, des relations partisanes politiques puissent se faire qu'on va interdire à la Saône d'alimenter le Rhône et le Rhône d'aller jusqu'à la Méditerranée. Un point, et on en parlait tout à l'heure à la pause, qui est surprenant, c'est que ceux qui sont déclarés candidats pour être candidats un jour à la présidence de la République, ou qui ne sont pas encore déclarés mais que ça doit déjà chatouiller, ne parlent pas des ports, ne parlent pas de logistique, ne parlent pas beaucoup d'infrastructures. Donc je pense que il faut que vous alliez refuser leur TDIE va pouvoir les doter d'une documentation saine pour alimenter leur soirée d'hiver, parce que on peut bien vouloir résorber le chômage, on veut bien vouloir réindustrialiser, mais si on n'a pas créé les conditions du bon exercice par le privé et les bonnes conditions d'acceptabilité par la société de ce qu'on veut, on aura échoué. Donc il y a du job pour tout le monde. On va continuer à bosser. Merci beaucoup, messieurs, pour vos retours d'expérience.